Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une tier list post Legacy of Destruction. Donc les decks qu'on va voir, ça va être les decks et les plus joués et les plus forts, plus les decks qui ont eu du support dans la dernière extension Legacy of Destruction. Donc si vous ne voyez pas votre deck ou certains decks, c'est normal. On commence directement le classement par Goblin Biker, qui dans cette extension a seulement eu une carte piège qui était plutôt intéressante. Elle donnait plus facilement accès du coup à leur X66, qui elle permet de détruire des cartes, je crois que c'est des magies et pièges, sur le terrain. Donc au niveau de ce deck là, pour moi il est bon, il y a du potentiel, on peut le jouer avec plein de choses, mais le problème c'est que déjà c'est pas très stable parce qu'on n'a pas tout qui vont chercher les cartes, on n'a pas assez de cartes d'engine, donc pour le moment je le mettrai en C. Je vous rappelle que du coup on a bien la tier list dans ce sens là et que je vais essayer de trier pour que à gauche ce soit le plus fort et à droite le moins fort au niveau de par exemple la liste A. Au niveau du second deck, on est sur Gold Pride. Donc Gold Pride qui a eu le droit du coup à un nouveau monstre du main deck et un nouveau monstre de l'extra deck. Donc pour le coup, je trouve que ça change pas vraiment le deck, ça donne une petite option en plus, ce qui va pas changer la donne. Mais pour le coup, je trouve que le deck Gold Pride plus Punk reste quand même un très bon deck malgré qu'on le voit pas souvent. Il y a pas mal de choses à faire, donc clairement ce deck là je vais le laisser en C parce que bon il y a quand même des decks qui sont vraiment meilleurs et beaucoup plus représentés, mais ça reste je trouve un bon deck globalement. Après ça, on va avoir du coup Rouage Ancien, qui a eu pas mal de support pour le coup dans cette extension et qui va en avoir pas mal aussi dans les prochaines. Donc principalement, on a eu le Golem qui permet d'aller chercher 2 magies et pièges et qui va nous permettre d'aller chercher pas mal de ressources pour ensuite avoir accès ou à un board en tant que premier, ce qui est cool par rapport au deck qui avant ce n'était pas possible, ou alors en tant que deuxième d'avoir vraiment plus de ressources pour pouvoir OTK. Donc clairement, ce deck là je le trouve vraiment intéressant, je trouve qu'on peut surprendre l'adversaire, mais globalement compétitivement je pense pas que ce soit très intéressant actuellement. Donc je vais laisser en C au-dessus pour le coup de Goblin Biker. Derrière ça, on va avoir tout ce qui est Silent Force, donc les nouvelles cartes qui sont sorties. Donc il y a eu un espèce de marshmallow, on a eu des Silent Force, on a eu vraiment un archétype qui est vraiment très rétro, basé sur des anciennes cartes. Et pour le coup, celui-ci est clairement pas très jouable. C'est possible de gagner des games, mais clairement compétitivement, je le mets clairement en D. Aucun doute là-dessus. Le prochain deck, on est sur Flunder, qui est du coup un anti-méta, donc basé sur tous ces monstres-là. Le deck n'a clairement pas bougé, mais c'est toujours très intéressant, parce que son pingouin est gênant et parce que tout simplement il y a l'accès à Shifter. Donc pour moi, ça reste un deck qui est plutôt bon, je vais le mettre en B, parce qu'en A pour le coup et en S, je trouve qu'on est vraiment au-dessus, surtout au niveau des ressources, etc. Mais clairement pour lock et pour avoir un anti-méta, je trouve que Flunder est excellent. Derrière ça, on va voir Labyrinthe. Donc Labyrinthe que j'ai trouvé pas forcément très représenté au CDF ou dans les événements, mais pour le coup c'est un excellent deck. Actuellement en tant que premier et en tant que deuxième on peut faire des dingueries, on a des monstres qui s'envoient au cimetière, on peut faire des nibs, l'envoyer au cimetière, le résoudre. On a vraiment beaucoup de choses qui sont intéressantes dans la mesure où notre big welcome ou notre première welcome arrive à passer. Si on se prend H en général c'est compliqué, mais si on arrive à se mettre en place avec Labyrinthe, c'est vraiment assez simple et en général on gagne clairement la partie parce qu'on a beaucoup de ressources et beaucoup de choses à faire. Donc clairement ça je le mets en A. Parce que pour moi c'est un excellent deck et il y a quand même beaucoup plus de possibilités que ceux qu'on a vus juste avant. Ensuite on va voir Chimera, donc Chimera qui a eu du support dans la dernière extension, avec du coup une carte qui permet de défausser un, d'aller chercher un monstre illusion, donc ça permet de stabiliser le deck, et en plus de ça on a Diables qui va permettre, quand on l'a sur le terrain, que l'adversaire soit obligé de set ses cartes avant de les poser. Donc clairement c'est du support qui a fait du bien au deck, donc il y a toujours la possibilité de le jouer pur, il y a la possibilité de le jouer avec Branded, et la possibilité maintenant avec Melodious qu'on a juste après. Donc pour moi c'est un deck qui a vraiment du potentiel. Seul souci du deck actuel c'est que si on touche par exemple Baphomet Gazelle, c'est un petit peu compliqué, mais dans le sens où ce deck a vraiment pas mal de potentiel, on a pas mal de ressources, les effets des illusions au cimetière vont permettre aussi d'avoir des negates, donc clairement je vais le mettre en B. Au niveau de Melodious, donc le deck a fait vraiment parler de lui à son arrivée, pourtant personne ne l'attendait, tout le monde s'en fichait complètement. Et au niveau de ce deck là, on a eu pas mal de surprises, donc on a aussi des versions différentes, on a du coup comme je disais, il y a Branded avec Melodious, Chimera avec Melodious, et il y a même Voiceless Voice avec Melodious. Donc c'est un deck qui a clairement fait ses preuves en fait, parce qu'on a eu pas mal de top. Le deck est vraiment bon, on a pas mal de ressources, on peut pas se faire annuler nos monstres. Au niveau des monstres fusion, en fait, ils sont assez forts dans le sens où ils ont des petits trucs assez sympas comme la fusion qui va permettre de vous renvoyer des cartes en main, mais aussi de pouvoir le faire si vous n'avez pas de cartes sur le terrain, ce qui permet de se protéger potentiellement de certaines cartes comme Imperm, comme Nibiru ou des choses comme ça. Donc c'est un deck qui est pour moi qui a fait des tops parce que vraiment personne ne le connaissait et qu'au fur et à mesure du temps, plus on va le connaître, moins il y en aura, c'est mon avis.
Mais pour le coup, je suis obligé de le mettre au début du A, étant donné les résultats qu'il y a eu avec ce deck ces derniers temps. Au niveau du deck Valmonica, qui est juste ici, donc Valmonica, c'est deux monstres pendules. On a eu du support avec une carte qui va chercher les cartes de l'archétype, plus potentiellement deux magies. Donc une magie qui est assez intéressante pour aller chercher les magies pièges, et une autre magie qui permet de placer directement, entre guillemets, nos pendules directement en pendule. Donc c'est vraiment intéressant pour le deck, mais pour le coup, ça reste très peu stable. On se prend une imperme sur le monstre, on a casé notre norme, en général c'est un peu compliqué. Et au niveau de la finalité de ce deck là, elle n'est pas non plus incroyable comparée à d'autres choses qu'on peut jouer, et au niveau des end-traps c'est compliqué de s'en prendre une, donc clairement je le mettrai en D, quand même au-dessus des magiciens, mais ça reste pour moi un deck qui n'est pas forcément très jouable compétitivement en tout cas. Au niveau du deck Gold Sarcophagus, donc avec tout ce qui est Imseti, etc., qui vont permettre à chaque fois de se respect directement sur le terrain, de placer la carte magie continue et ensuite d'avoir des invocations assez simples. Au niveau des decks avec lesquels ça se joue en ce moment, on a quand même du Orcust, on va avoir surtout du Tyr Element, c'est le deck en soi le plus fort je trouve actuellement avec ça. Au niveau de ça, je vais le mettre clairement en B. C'est quelque chose dont on n'entend pas forcément trop parler, il n'y a pas eu de top, ou alors quelques-uns peut-être, au niveau de ces decks-là, mais ça reste toujours une très bonne engine, ça reste des decks qui sont vraiment très bons globalement. Le deck Seigneur Lumière, qui a eu aussi du support dans la dernière extension avec un petit dragon, un autre monstre du main deck, et on a eu aussi une carte synchro, une carte fusion je crois aussi. Donc pour le coup, il y a eu, je crois, 2 tops au niveau de Lightsworn depuis que c'est ressorti. Donc en général, c'est des choses qui sont très différentes les unes des autres, parce que Lightsworn a une liberté de pouvoir jouer avec plein de choses, et c'est ça en général qui est super intéressant et qui a fait que Lightsworn a toujours été joué. Donc clairement c'est du très bon support, et le deck on peut faire des petites soupes assez sympas qui permettent ensuite d'avoir accès à plein de choses. Je le mets actuellement en, je pense, au début du C, étant donné que il y a eu que 2 tops actuels, que ça n'a pas été des decklists très similaires, donc on ne sait pas au niveau. En plus c'était je crois sur du WCQ, c'était pas sur des gros tournois. À voir un petit peu ce que ça donne et à voir si on arrive à stabiliser une decklist en sachant que c'est la meilleure decklist. Mais pour le coup on va toujours pouvoir caser 1 million de trucs dans ce deck là, mais je trouve ça plutôt marrant. Pour le deck Centurion, on a eu juste du support avec une nouvelle synchro qui n'a pas forcément beaucoup changé la donne, mais elle permet juste de stabiliser, d'aller chercher une carte magie ou piège de l'archétype, donc c'est quand même avantageux. Au niveau de Centurion, honnêtement, j'en vois un petit peu moins en ce moment. Je vais le placer en B, pour moi c'est un excellent deck, on a un one card combo qui est très bon, on a une mécanique qui est aussi assez intéressante, des synchros qui sont toujours là, solides. Au niveau du prochain deck c'est Fire King, et du coup je compte Fire King avec Snake Eyes. À ce niveau-là, je vais le mettre en B, pareil, je vais le mettre vers le milieu du B. Pourquoi? Parce que tout simplement, quitte à jouer Snake Eye et acheter des Diable Star qui coûtent la peau des fesses, et ben clairement autant jouer Snake Eyes pur ou Snake Eyes Cash Tira qui sera meilleur. Donc c'est pour ça que je le mets en B, parce que compétitivement parlant, c'est intéressant de jouer Snake Eyes avec Fire King, mais compétitivement parlant, vaut mieux jouer Snake Eyes avec d'autres choses que Fire King, actuellement en tout cas. On arrive maintenant au meilleur deck actuel qui est Snake Eyes, donc je compte Snake Eyes pur et Snake Eyes avec Kashtira pour certaines decklists. Donc au niveau de Snake Eyes, on l'a vu déjà dans le CDF, on le voit dans tous les tournois actuels, il est clairement au-dessus de tous les decks. On voit des tops de Tenpai, etc., je le comprends, mais Snake Eyes est quand même au-dessus principalement de tous les decks. Pourquoi? Parce que en tant que premier, il y a un combo, une carte qui fait tout, et derrière vous avez quelques end-traps, plus un board qui est vraiment solide, et en tant que deuxième, vous avez pareil, possiblement juste H, ou des choses qui vont très rapidement vers l'OTK en passant par Zilentis, etc. Donc pour le coup, le deck, je le trouve pour le coup trop fort, dans le sens où peu importe ce qui se passe, il va réussir à battre quasiment n'importe qui, même si vous avez du side, même si vous avez des cartes qui sont faites contre lui, vraiment spécifiquement contre lui, il va quand même réussir à gagner. Le seul truc que je trouve intéressant, c'est les miroirs de Snake Eyes, étant donné que les deux ont le même level. Ça va vraiment dépendre du joueur, et il y a vraiment pas mal de mécaniques super intéressantes et super techniques. Mais dans un tournoi où on sait que le meilleur deck va t'éclater, peu importe ce qui se passe et peu importe ton side, ça commence à devenir un petit peu relou, on va pas se mentir. On arrive maintenant sur le deck Runic. Donc Runic, on en voit un petit peu moins souvent, j'ai vu des tops avec Runic Stun, donc un anti-méta. Donc pour le coup, je vais le laisser quand même en B, parce que y a toujours des possibilités de faire quelque chose. Ça, je vais laisser au fond, parce que comme je vous dis, vaut mieux jouer Snake Eyes pur. Pour le moment, c'est pas trop mal. Ensuite, on va voir Ragnarika. Donc Ragnarika, c'est une petite engine qui peut être jouée dans des decks ou reptiles, ou des decks plantes, ou des decks insectes. Donc pour le coup, ça se joue dans Traptrix et dans Ogdoatic principalement. Il y a des choses à faire avec. Pour le coup, c'est pas trop mauvais, mais vous prenez Nibiru, vous prenez vraiment pas mal de choses. Mais par contre, si on vous laisse tout faire, en général, c'est compliqué pour l'adversaire. Donc Ragnarika, je vais le mettre quand même à ce niveau-là. Pour le coup, je le trouve un peu meilleur que Goblin Biker. Et on verra aussi sur la suite, parce que je crois qu'il y a du support
de Traptrix qui va arriver, donc potentiellement ça va arriver en B dans la prochaine extension quand Traptrix va avoir du support. Pour le deck Voice Lace Voice, il a eu aussi du support dans la dernière extension, bon c'était léger, mais on a eu la magie continue qui permet de récupérer des choses dans le cimetière et de recycler des ressources. Elle est jouée quand même x1 dans le deck, mais elle n'a pas forcément changé grand chose. Au niveau de Voice Lace Voice, c'est un deck qui est assez linéaire au niveau de ses combos, donc c'est pour ça que c'est pas apprécié de tous les joueurs, mais clairement ce deck là est quand même excellent actuellement. Sur un board final on est non ciblable, on a une negate, on a vraiment pas mal de follow-up, et en plus on a besoin que d'une carte en général pour le faire. Donc clairement Voice Lace Voice, je le mets à ce niveau là, même au-dessus de Labyrinthe, dans le sens plus... Ouais, en général il y a quand même plus de gens qui vont jouer ça que Labyrinthe, donc c'est pour ça que je le mets au-dessus. Au niveau de Kashtira, pour moi c'est le meilleur deck qui joue actuellement Shifter. On a des gros body, on va bannir des choses de l'extra deck, du deck de l'adversaire. On a Fenrir qui fait déjà le taf. Donc clairement je pense que je le mets en A, mais par contre je le mets à la fin. C'est juste que l'accès à Shifter plus un archétype qui est bon de base, bah ça fait vraiment le taf actuellement dans la méta. Surtout contre un Snake Eyes par exemple. Donc à ce niveau-là, aucun problème. Au niveau de Purely, donc Purely c'est un deck qui a un petit peu été oublié parce que il se passe pas grand chose dans le deck, pas trop de support, mais ça reste toujours excellent. J'ai un pote qui le joue, franchement le deck quand vous finissez sur votre loop assez basique, ou vous finissez avec un monstre qui est inaffecté par les effets de cartes, ça reste très compliqué de passer, sauf Kaiju. Donc pour le coup je vais le mettre en B, même je pense que je le mets en A quand même tout à la fin du A, parce que c'est juste qu'on l'attend pas, donc personne se prépare contre, mais ça reste un excellent archétype et il faut vraiment y faire attention. Pour le deck Yubel, on a eu du coup le support avec le terrain Throne, et on a eu aussi le petit monstre niveau 1 qui fait vraiment le taf. En soi, actuellement, déjà pour moi ce deck là c'est le deck le plus fun à jouer. Il y a le côté rétro parce qu'on joue des Yubel, il y a le côté où ça reste très fort, ça reste surprenant, on peut faire des OTK où on tape avec nos propres monstres, donc c'est vraiment assez intéressant. Pour moi c'est le deck où je prendrais je pense le plus de plaisir actuellement à jouer. Il y a vraiment beaucoup de mécaniques qui sont vraiment intéressantes dans ce deck là et c'est assez facile de surprendre. Ne le mettez pas de côté, et en plus de ça on va avoir du support qui va arriver je crois dans la prochaine extension avec une nouvelle fusion qui va être tout aussi intéressante pour le deck. Le deuxième frérot de la tier list qui est Tenpai Dragon. Donc Tenpai Dragon ça va clairement A juste après Snake Eyes. Pourquoi ce deck il est extrêmement fort? En fait il est basé sur trois choses qui sont très fortes. C'est que le terrain le protège pendant la main phase 1 des effets activés, donc potentiellement pas de end trap et rien qui va pouvoir annuler les effets. Pendant la battle, vous allez avoir potentiellement un monstre qui dit que l'adversaire ne peut pas activer d'effet pendant la battle, donc pareil. En plus de ça, vous avez juste besoin de Paidra ou votre terrain pour faire un OTK si l'adversaire n'a entre guillemets rien. Et même s'il a quelques trucs, vous avez juste Paidra, vous arrivez à l'OTK. Et en plus de ça, tout simplement, vous avez beaucoup de place dans le deck. Donc de la place pour et des Veilers, et des Haches, et des Ogres, et des Ghost Mourner. Donc ça fait que vous avez beaucoup d'entraps pour bloquer l'adversaire. L'adversaire finit son tour, n'a quasiment rien. Et pendant votre tour, hop, petit Paidra, petite invocation, on va chercher Shundra, Shundra se spé, et ensuite ça finit en vous faites OTK et juste vous pouvez absolument rien faire. Donc clairement ce deck est en A, et pour moi il est très intéressant dans le sens où il permet potentiellement de battre tout ce qui est Snake Eyes, mais par contre inintéressant dans le sens où au niveau du gameplay, je vous promets, vous regardez vos cartes, vous savez si vous avez gagné ou pas, c'est très rare d'avoir des surprises à ce niveau-là. Mais pour le coup, c'est un deck qui est extrêmement fort et qui ne coûte absolument rien, donc c'est ça qui est super intéressant avec Tenpai Dragon. Au niveau du deck Branded, donc on va parler de Branded d'Espia pour le coup. Au niveau de ce deck là, actuellement il est toujours aussi bon, on a toujours la lock avec Puppet qui peut vraiment bloquer les adversaires. Le seul souci je trouve actuellement du deck c'est qu'il commence à être vieux, donc tout le monde le connaît, tout le monde sait qu'il faut H Branded Fusion, etc. Donc ça commence à être un petit peu compliqué à ce niveau là. Donc pour le coup je pense que je le caserai quand même en B, parce que ça reste un très bon deck, hein. Là je parle vraiment des 2-3 défauts du deck, mais il est excellent. Du coup au niveau de Memento Clan, on a eu la nouvelle magie de fusion et on a eu un monstre fusion. Au niveau du combo une carte du deck, franchement il est vraiment plutôt solide. Le problème c'est qu'on prend n'importe quoi en général, on a un petit peu loose. Donc clairement pour le moment je vais le mettre en C. Je vais quand même en mettre en C au début parce qu'il y a encore une autre carte fusion qui va arriver. Et je pense qu'actuellement le deck a vraiment du potentiel et qu'on va juste se faire surprendre par rapport aux nouvelles extensions parce que c'est un truc qui est nouveau entre guillemets. Donc je pense qu'il va encore avoir des choses sympas et que le deck va pouvoir passer directement en B ou en A dans pas longtemps. En tout cas c'est mon avis à moi. Au niveau de Ascend, voilà, il n'y a pas de... Actuellement Ascend c'est bien, j'aime juste au niveau du monstre qui permet de détruire des magies de terrain en effet rapide pendant le tour adverse. Il y en a qui le jouent en side, c'est plutôt intéressant. Après l'archétype Ascend, pour le moment en tout cas, je trouve qu'il n'y a vraiment pas forcément
l'utilité de le jouer parce que il y a juste une mécanique sympa, mais pour gagner ça reste assez compliqué je trouve. Et pour le dernier deck on est sur Salamangreat, mais en fait le truc c'est que le deck on n'en a pas trop parlé parce que Snake Eyes prenait absolument tous les regards sur lui, mais on a quand même eu pas mal de support au niveau des monstres feu. On a eu Princess, on a eu tous les trucs Zilantis et avec le monstre Salamangreat. Donc le truc c'est que Salam ça en profite aussi, et en plus les gens l'attendent un petit peu moins. On a aussi nos habitudes au niveau de Salam à se dire bon ça fait ça met la contre-piège, voilà je le passe. Ça a changé pas mal, donc franchement le deck est vraiment bon. On a eu le droit à des débans de choses comme Gazelle etc qui font que le deck est encore plus stable, enfin toujours aussi stable qu'au début quand il faisait des tops. Donc clairement le deck il était joué au CDF, il a gagné, donc actuellement je le mets en B. En vrai limite je le mettrais en... C'est juste parce qu'il est un peu plus vieux donc les gens connaissent, je pense que je le mets en B. Sinon je pense qu'il irait clairement en A. Ça reste vraiment un très bon deck, très stable, donc voilà. Voilà tout pour ma tier list post Legacy of Destruction. Si vous n'êtes pas d'accord avec des choses ou que vous auriez changé, n'hésitez pas à me le dire. C'est juste mon avis à moi, donc je tiens à le préciser. Après, ça reste pour moi assez logique, mais je comprends que si vous préférez passer de A à B ou des choses comme ça, je peux le comprendre. Donc voilà. Merci en tout cas d'avoir regardé. N'hésitez pas à me donner votre avis. Ciao ciao, à plus et abonnez-vous.